Discussions sans fin à Lausanne sur le nucléaire iranien, des progrès lents et encore des obstacles à surmonter, notamment sur la levée immédiate des sanctions que réclame l'Iran. La Palestine est devenue officiellement membre de la Cour pénale internationale aujourd'hui. Elle peut théoriquement engager des poursuites contre Israël, mais l'inverse devient également possible. La Turquie confrontée à la violence meurtrière de l'extrême gauche. Un procureur tué hier après une prise d'otage et un commissariat de police attaqué tout à l'heure par des hommes armés à Istanbul. L'un des assaillants a été tué. Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banoun. Bonsoir à tous. Cela fait donc exactement une semaine maintenant que les négociations marathon se poursuivent quasiment sans interruption à Lausanne, dans le palace qui a été choisi pour accueillir le groupe des 5+1 et la délégation iranienne. Le dossier nucléaire est toujours aussi compliqué, à tel point que les progrès très lents enregistrés semblent encore bien loin d'un dénouement qui était pourtant espéré pour hier soir. On va essayer de faire le point donc sur les rares informations qui réussissent à filtrer avec nos invités ici en studio. Avi Pazner, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Ambassadeur d'Israël, merci d'être avec nous. Daniel Haïk, notre analyste politique. Bonsoir Daniel. Et puis en duplex depuis Paris, Christian Mallard, notre consultant diplomatique. Bonsoir Christian. On vous retrouvera dans un instant pour nous donner donc les premières informations de cette soirée, puisque vous êtes en lien direct avec la délégation française qui est à Lausanne. Israel's destruction is non-negotiable, but evidently, giving Iran's murderous regime a clear path to the bomb is negotiable. We've been very clear that if, after a year of negotiating, that Iran is not in a position to make those serious commitments, that we're going to be prepared to consider other alternatives. یک چشمانداز کاملا روشن دقیق و برای لغو تحریم ها ما حتما توافق نخواهیم داشت. En ce qui concerne le nucléaire civil, l'Iran a parfaitement le droit d'accéder à toute l'énergie nécessaire. Mais en ce qui concerne l'arme atomique, c'est non. Alors, tout ce que l'on sait, eh bien, c'est peut-être qu'on ne sait rien ce soir, mais en tout cas, on va essayer quand même de vous donner des informations. D'abord, sur ce qui s'est passé aujourd'hui, des négociations à huis clos qui se poursuivent, des entretiens, et certains ministres qui préfèrent regagner leur pays d'origine parce que eh bien, l'accord n'est pas encore pour tout de suite. Maxime Pérez. Peu d'informations filtrées ce mercredi des négociations à Lausanne entre l'Iran et les grandes puissances. Si les deux parties ont accepté de jouer les prolongations 24 heures de plus, rien n'indique qu'elle soit prête à signer un accord coûte que coûte. Ainsi, pour la République islamique, tout compromis sur son programme nucléaire passe par la levée totale des sanctions. Et le régime souhaiterait conserver un nombre conséquent de centrifugeuses, officiellement à des fins de recherche scientifique. Ces sujets de blocage sont au cœur de la dernière ligne droite diplomatique. Ces dernières heures, John Kerry et son homologue iranien Mohammad Zarif se sont longuement entretenus en tête-à-tête. Ce sont eux qui annonceront ou pas un dénouement. Pendant ce temps, à Jérusalem, Benjamin Netanyahou continue d'accentuer la pression sur les grandes puissances. Les informations en provenance de Lausanne ne le rassurent toujours pas. Un meilleur accord réduirait significativement les infrastructures nucléaires de l'Iran. Un meilleur accord lierait l'allègement éventuel des restrictions sur le programme nucléaire iranien à un changement du comportement de l'Iran. L'Iran doit arrêter son agression dans la région, arrêter son terrorisme partout dans le monde et arrêter ses menaces d'anéantir Israël. Ce message, le Premier ministre israélien l'a réaffirmé devant son ami, le républicain John Bonner. 3 semaines après avoir été son hôte au Congrès, Benjamin Netanyahou l'a invité à son tour à Jérusalem. Notre délégation a passé les 5 derniers jours au Moyen-Orient. Et quel que soit l'endroit où nous étions, le message fut le même. Il n'est pas possible de continuer à détourner le regard sur les menaces qui nous font face.
À Lausanne, si les grandes puissances semblent jouer à quitte ou double avec l'Iran, Benyamin Netanyahou se prépare déjà au jour d'après, avec ou sans accord. Alors, donc, sans doute encore de longues heures de négociations, on va en parler. On va d'ailleurs demander tout de suite à Christian Mallard, qui est donc en direct avec nous depuis Paris, les dernières informations dont vous disposez. Christian, est-ce qu'on est plus près d'un accord ce soir ou on est encore très loin de tout cela ? On est au milieu du gué, ai-je envie de vous dire, parce que j'ai eu il y a un peu plus d'une demi-heure des membres de l'entourage de Laurent Fabius qui se trouve à Lausanne et qui me disaient en effet des choses qui corroborent ce que disait Maxime Pérez il y a quelques secondes, qu'il y a encore 2 points sur lesquels la négociation achoppe réellement, c'est en effet cette demande, cette exigence des Iraniens qu'on lève immédiatement toutes les sanctions en échange d'un compromis sur le nucléaire. De quel type de compromis? On ne dit pas. Ils ne veulent pas entendre parler de levée graduelle des sanctions avec des inspections qui se feraient dans l'immédiat. Donc, si vous voulez, ça pose problème. Et ensuite, alors d'un côté, c'est ça le paradoxe persan, on vous dit, on est prêt à abaisser le nombre des centrifugeuses de 20 000 à 6 000, mais on veut poursuivre la recherche de centrifugeuses avec des centrifugeuses beaucoup plus sophistiquées. Ce qui veut bien dire que les Iraniens cherchent à se doter de la bombe nucléaire. Donc, il ne faut pas nous prendre pour des idiots. Je crois que les Occidentaux commencent à le comprendre. Je pense qu'il y a un axe qui est en train de se dessiner très fort entre l'Iran et la Russie, et puis le reste du bloc, je mets la Chine à part, le reste du bloc occidental qui se dit, bon, on ne peut pas rompre, il faut qu'on continue, qu'on arrive à obtenir une sorte de protocole d'entente, de protocole d'accord, et puis poursuivre ces entretiens finaux jusqu'au 30 juin, qui sera vraiment la date butoir et ultime, où on aura tenté d'aplanir les difficultés en cours et puis de régler les problèmes techniques. Ce qui prouve que le chemin sera encore très très long. Alors, vous restez avec nous, hein, Christian, évidemment. Avi Pazner, qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? Est-ce qu'on est suffisamment ferme ou pas avec les Iraniens dans ces discussions? J'ai bien l'impression que non. Parce que voilà l'Iran qui vient, dans les derniers jours, peut-être dans les dernières 24 heures, avec de nouvelles demandes. C'est-à-dire l'annulation complète et immédiate de toutes les sanctions. Ça, c'est nouveau. C'est-à-dire de le forcer comme ça, de le mettre en avant sur la scène comme cela, ça, c'est nouveau. Et c'est évident. Parce que s'il n'y a plus de sanctions contre l'Iran, il n'y a plus de levier. Il n'y a plus de possibilité de faire pression sur l'Iran. Donc, ils comprennent ça très bien. Et évidemment, les Américains, les Occidentaux le comprennent aussi, c'est pour ça qu'ils ne le veulent pas. Mais c'est là une tactique iranienne qui est la même depuis 5000 ans. On conduit des négociations et au dernier moment, on met de nouvelles demandes ou bien on affermit sa position au dernier moment et cela rend ridicule ces dates butoirs, parce qu'on est déjà 24 heures après la date butoir. On aurait dû arrêter. Hier soir, les Américains, les Occidentaux auraient dû arrêter les négociations et dire aux Iraniens, messieurs, ça ne va pas. Et alors, cela peut-être aurait été possible d'avoir un accord avec l'Iran. Un accord, pas encore l'accord final. L'accord final, c'est en juin. Mais d'avoir au moins une déclaration de principe concertée. Du moment qu'on s'est laissé traîner au-delà de la date butoir, on a perdu la crédibilité. On perd la crédibilité. Pourquoi est-ce qu'on a des dates butoirs si après on ne les respecte pas? Alors l'Iran est dans une position plus favorable aujourd'hui parce qu'elle a déjà réussi à allonger les négociations de 24 heures et peut-être de plus. Donc il n'y a plus de date butoir pour cet accord-là. Y aura-t-il une date butoir pour le 31 juin? Je n'en suis plus tellement sûr. Enfin, moi, tout cela, ça m'inspire. Quand j'entends Avi parler de date butoir, ça m'inspire, ça me rappelle un peu le processus d'Oslo. Parce que si on se rappelle du processus d'Oslo, il reposait également sur plusieurs dates butoirs. Et ceux qui ont suivi ce processus savent qu'aucune des dates butoirs n'a été respectée et qu'on s'est retrouvé dans les négociations entre Israël et les Palestiniens dans une forme de système de salami que les Palestiniens ont utilisé pour essayer toujours d'obtenir plus de concessions de la part d'Israël, sans jamais faire de concessions de leur côté. Et au bout du compte, finalement, dans le processus d'Oslo, on le sait, on l'a vu, pas d'accord. Et là, on a j'ai quelque part un peu le sentiment qu'on se retrouve dans le même cas de figure. Les moins pressés sont les Iraniens. Ils ont quasiment toutes les cartes entre les mains, ils attendent, ils sont moins pressés. Et face à eux, on constate qu'ils ont, outre leur allié russe, ils ont des Européens qui sont pressés.
ils ont un John Kerry qui veut absolument obtenir un accord. Et lorsque je parle de John Kerry, je me souviens aussi, puisqu'on parle de l'histoire, pas plus tard que l'année dernière, parce que les accords d'Oslo, ça peut paraître lointain, mais l'année dernière, on se rappelle du document que John Kerry voulait soumettre pour obtenir un accord de cessez-le-feu avec les Palestiniens. On a parlé de ce document pendant plusieurs mois. Ce document s'est évaporé. Il n'a pas été rendu possible parce que les Palestiniens, là aussi, ne parvenaient pas on n'arrivait pas à trouver un accord là-dessus. Donc, quelque part, on est dans un contexte où, entre orientaux et occidentaux, on a l'impression d'être tout le temps dans un dialogue de sourds et de ne pas véritablement aboutir. Et quelque part, je crois que les Américains, aujourd'hui, sont quelque peu pris au piège. Et l'administration Obama lui-même, John Kerry aussi, au piège entre leur volonté d'aller quasiment à un accord à tout prix et ce qui est important, une possibilité de se retrouver confronté à un Congrès qui est hostile, un Congrès qui risque d'imposer un veto, une opposition majeure des membres du Congrès. La présence de John Boehner n'est pas un hasard aujourd'hui. Et quelque part, si on se souvient que Benjamin Netanyahu a parlé devant le Congrès le 3 mars dernier, eh bien, quelque part, il n'est pas impossible, même si on a beaucoup critiqué cette démarche de Benjamin Netanyahu, qu'elle ait eu un impact sur le Congrès américain pour réveiller un peu les consciences des membres du Congrès, que ce soit les républicains, mais aussi peut-être aussi sur certains démocrates, et leur faire comprendre qu'on était dans une situation extrêmement dangereuse. Et quelque part, là, j'ai le sentiment que la marge de manœuvre de l'administration Obama est de plus en plus étroite et que John Kerry ne parvient pas, encore une fois, à obtenir un accord, et c'est la preuve que, là encore, la diplomatie américaine est en train d'échouer. Alors, Christian Mallard, est-ce qu'on a été, on envisage ou pas une rupture des négociations par exemple, les Américains, eux, ont l'air de s'accrocher quand même à ces négociations. Oui, alors je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Avi Pazner tout à l'heure, et il a 1000 fois raison. On aurait dû s'arrêter hier soir. Je vais vous dire pourquoi, et je crois que Laurent Fabius l'a très bien compris. Parce que d'après les informations qu'on nous a fournies hier soir, nous étions en direct sur i24 News, et à 23h30, heure de Tel Aviv, on nous apprenait que Laurent Fabius, à une demi-heure de la fin de la supposée négociation, à la fin supposée de cette négociation, commençait à taper du poing sur la table avec l'aval de ses partenaires en disant aux Iraniens, vous êtes les rois, en gros, vous êtes les rois de l'embrouille, vous êtes des empêcheurs de tourner en rond. Et finalement, on leur avait laissé un ultimatum jusqu'à 5 heures du matin. Mais je pense qu'entre-temps, Laurent Fabius a dû subir quelques pressions de la part de John Kerry pour dire non, il faut qu'on continue demain matin. Laurent Fabius est rentré pour le Conseil des ministres à Paris, Kerry est resté, il a vu Javad Zarif en tête-à-tête pendant une demi-heure, et je pense qu'en effet, on a perdu. Et on ne peut pas croire, en effet, les Iraniens. Encore une fois, Avi Pazner et Daniel Haïk ont raison. Dans cette négociation, à un moment donné, ils avaient accepté de transférer, d'exporter le stock de l'uranium enrichi, 8000 tonnes, chez les Russes, et puis après, ils se sont ravisés. Donc c'est ça, c'est sans arrêt, on rajoute, on dit tout et son contraire, et c'est pas sérieux. Et il faut que les Occidentaux se réveillent et comprennent le jeu des Persans. Un dernier mot avec vous, hein, Christian Mallard, avant de vous libérer. Est-ce que Laurent Fabius a prévu d'y retourner? Est-ce que ce soir, ça peut se débloquer, ou est-ce que ça pourrait traîner encore quelques jours, là? Un de ses conseillers me disait ce soir, et il a repris la phrase qu'avait utilisée Laurent Fabius, « Je reviendrai lorsque ça sera utile ». Pour l'instant, à ma connaissance, il est toujours à Paris. Est-ce qu'il y aura un dénouement cette nuit, demain matin? Avec les Perses, ça peut encore durer, ça c'est clair. Mais ils nous amusent, ils jouent. Voilà. Ils sont en train de nous duper. Merci Christian Mallard, donc en direct de Paris, consultant diplomatique sur i24 News. Avi Pazner, Daniel Haïk, on continue évidemment à évoquer ce qui est en train de se passer. Est-ce que finalement, les Américains ont un autre choix que d'obtenir cet accord, puisqu'ils l'ont défendu depuis des mois? Est-ce que ça peut se terminer autrement, selon vous? Un échec des négociations est très difficile à concevoir pour Obama, personnellement. Parce qu'on parle toujours de John Kerry et de Zarif. Mais ceux qui tirent vraiment les ficelles, c'est Obama d'un côté et Khamenei de l'autre. Le même Khamenei qui a organisé, il y a juste 3 jours, une organisation monstre dont le slogan était « Mort à l'Amérique, mort à Israël ». Okay, mais monstre, avec des dizaines de milliers de personnes. C'est là le climat de ces négociations d'un côté et de l'autre. Vous avez un président américain qui insiste, qui veut arriver à un accord presque à tout prix. Je ne dis pas à tout prix, ça serait exagéré. Presque à tout prix. Okay? À bas prix. Pardon? À bas prix. À bas prix, certainement. Obama a mis son prestige politique sur cet accord. Il est inconcevable pour lui qu'on se lève de la table
à Lausanne et qu'on parte au moins sans une déclaration commune ou un accord cadre, quelque chose. Mais plus ça dure, et je reprends les propos de Daniel et de Christian, plus ça dure, plus le deal devient mauvais pour les Américains, donc pour nous. Et ce n'est pas par hasard qu'aujourd'hui Benjamin Netanyahou a encore eu une déclaration où il a mis encore des conditions supplémentaires, parce que lui aussi sent qu'il y a là une dérive américaine, donc il essaye d'arrêter. Ça ne va pas être facile, mais c'est possible. Et je crois que la position, je suis d'accord Daniel, la position de Netanyahou a eu une certaine influence au Congrès américain, dans l'opinion publique américaine, et peut-être même chez Obama, qui ne va jamais concéder cela, évidemment, mais ça le force quand même à démontrer plus de fermeté. Donc il y a un jeu qui se déroule aussi à Jérusalem. Je dis, ce n'est pas des paroles en l'air, ce que Benjamin dit, cela a son poids, surtout qu'à côté de lui, il y a John Boehner, qui est le leader de la majorité républicaine, qui a des possibilités de faire de grandes pressions, d'exercer de grandes pressions sur la Maison-Blanche et sur la politique américaine. On a vu, hein. Oui, ce qui est aussi intéressant et peut-être même stupéfiant, c'est que ces négociations à l'hôtel Beau Rivage à Lausanne, dans les salons feutrés de cet hôtel, eh bien, semblent se dérouler de manière tout à fait déconnectée de la réalité sur le terrain. Or, la réalité sur le terrain, c'est que l'Iran avance ses pions. L'Iran développe une politique expansionniste à travers les Houthis, par exemple, au Yémen. On voit qu'il y a tout un changement qui est en train de se produire, un véritable changement. Si l'Arabie saoudite se met à attaquer, utiliser les armes américaines fournies, achetées aux Américains pour attaquer les Houthis, c'est un développement important. Tout ce qui est en train de se passer, lorsque Benjamin Netanyahou parle de l'expansionnisme iranien du plateau du Golan, et aujourd'hui on a appris que le fils de Mounier était en fait le chef d'une cellule iranienne qui était sur place, qui a pour but de s'implanter sur place, sur le plateau, sur la partie syrienne du plateau du Golan. Donc il y a une volonté expansionniste de l'Iran, et on a l'impression que finalement ça n'a aucun impact sur les négociateurs d'un côté ou de l'autre. Finalement, tous ces éléments, tout ce qui est en train de se passer sur le terrain aurait dû inspirer un peu plus de réserve, un peu plus de réserve de la part des négociateurs, de la part des Américains, de la part des Européens. Et là, on a l'impression que finalement, non. C'est-à-dire on n'est pas du tout en contact avec la réalité sur le terrain, et ça, c'est encore plus préoccupant. Parce que Obama, il est tellement fixé sur cet accord nucléaire avec les Iraniens qu'il ignore tout ce qui se passe autour de nous. Et il se passe des choses qui ne sont pas moins dangereuses que l'acquisition de l'arme nucléaire iranienne. C'est-à-dire, je suis complètement d'accord, la pénétration iranienne, elle est partout. Elle est en Syrie, où il y a des milliers de combattants iraniens. Elle est en Irak. En Irak, où ils combattent côte à côte avec l'armée irakienne et des conseillers américains. Elle était au Yémen, elle est au Liban, avec le Hezbollah. Elle est sur notre frontière avec le Hamas. Bien sûr, ils sont partout. Donc il y a, alors les Iraniens, moi je peux penser aussi à une tactique iranienne, dire c'est bien de négocier, négocions le nucléaire, en attendant on met un pion là, un pion là, un pion là, et puis le Moyen-Orient, en fin de compte, deviendra, d'après les Iraniens, voilà, Pax Iraniana. Comme la grande question, c'est de savoir, est-ce que ce n'est pas aussi l'intérêt de Barack Obama ? Est-ce que Barack Obama, derrière sa volonté d'accord à tout prix, ou à quasiment tout prix, il n'y a pas là une volonté de redistribuer les cartes et d'offrir à l'Iran la possibilité... Je crois que c'est allé un peu loin, Daniel, parce que regardez, hier, les États-Unis ont annoncé qu'ils reprenaient les livraisons d'armes avec l'Égypte. C'est un geste presque symbolique important. Oui, mais ça démontre quand même quelque chose au moment même où l'Égypte, avec l'Arabie Saoudite, est en train d'attaquer les pro-iraniens au Yémen. Je ne crois pas qu'on peut dire que l'Amérique va faire un renversement des alliances. Non. Mais c'est un but de l'administration américaine d'avoir de bonnes relations avec l'Iran. Ça, c'est le but avoué de tout. Et pour cela, on ferme les yeux sur tous les agissements de l'Iran dans la région. Alors justement, puisqu'on parle de l'Iran et dans la région, de cette course au nucléaire qui pourrait s'accélérer dans les années qui viennent et qui n'est pas nouvelle, puisque ça fait déjà des années que le nucléaire, la course au nucléaire est un terme et une crainte de la communauté internationale. C'est ce que nous explique maintenant Mathias Inbar.
1983, le président des États-Unis, Ronald Reagan, lance son initiative de défense stratégique, dite aussi guerre des étoiles. Son projet, la mise en place d'un réseau de satellites capables de détecter et de détruire des missiles balistiques lancés contre les États-Unis. En réponse, la Russie lance également son propre réseau de protection antimissiles. On parle alors de course folle à l'armement. 32 ans plus tard, le danger n'est plus balistique, mais nucléaire. Face au programme controversé de l'Iran, d'autres pays de la région du Proche et Moyen-Orient revendiquent eux aussi leur droit au nucléaire. La question est de savoir dans quelles conditions. Si Israël, qui officiellement ne possède pas de tête nucléaire, a toujours clamé que le programme iranien est avant tout de nature militaire, d'autres pays comme l'Arabie Saoudite, la Jordanie et l'Égypte se sentent menacés. Le 3 mars dernier, l'Arabie Saoudite et la Corée du Sud signaient un protocole d'accord pour coopérer dans l'énergie nucléaire. Le nouveau roi Salman projette ainsi de construire 16 réacteurs d'ici 2030 et ne cache pas son intention de se doter de l'arme atomique, selon lui, à des fins pacifiques. Dans le même temps, la Jordanie signait avec la Russie un accord d'un montant de 10 milliards de dollars pour la mise en œuvre de la première centrale nucléaire. La Russie, au cœur de cette course au nucléaire, le Caire et Moscou, signant en février dernier un accord préliminaire pour construire la première centrale électrique nucléaire dans le pays. Alors entre les États-Unis qui ont toujours affirmé que l'Iran ne se dotera pas de l'arme nucléaire et la Russie qui gagne à des parts de marché, la course au nucléaire est lancée dans la région. Alors ça peut être effectivement l'une des conséquences d'un échec éventuel de ces négociations qui ont lieu à Lausanne. Vous pensez vraiment qu'on peut arriver à avoir un Moyen-Orient nucléarisé ? Alors, je ne sais pas, effectivement, ça peut prendre du temps, mais peut-être pour freiner aussi cette volonté de certains pays modérés, entre guillemets, comme l'Arabie Saoudite, de vouloir se doter de l'arme nucléaire, eh bien, on est peut-être, à travers ce qui est en train de se passer à Lausanne, en train de créer de nouvelles alliances. Entre pays modérés sunnites et l'État d'Israël. Et quelque part, d'une certaine manière, on peut assister à une redistribution des cartes qui pourrait permettre peut-être de freiner cette volonté de certains pays comme l'Arabie Saoudite de se doter de l'arme nucléaire. Et là, je crois que quelque part, il faudra voir effectivement quelle sera l'issue à Lausanne, mais si effectivement il n'y a pas d'accord, eh bien, s'il y a un accord, pardon, eh bien on peut supposer qu'il y aura des alliances bien secrètes, bien discrètes entre Israël, l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe Persique. Il y a un accord de paix avec la Jordanie pour essayer de se protéger, de former un front commun de protection face à cet expansionnisme iranien. Il y a 3 pays actuellement au Moyen-Orient qui pourrait se doter de l'arme nucléaire au cas où l'Iran acquiert la bombe. C'est comme vous l'avez dit, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, qui a déjà un programme nucléaire pacifique. Et la Turquie, que nous n'avons pas mentionné, qui est un pays aujourd'hui dangereux du point de vue de sa politique. Je vous coupe un instant parce qu'on est en direct de Lausanne avec Boaz Bismuth, qui est éditorialiste au quotidien Israël Hayom. Boaz, bonsoir. Dernière nouvelle justement de l'intérieur de ces négociations. Où on en est là ? Bonsoir. Journée très 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 compliquée ici à Lausanne et je dirais même que depuis la reprise de ces négociations entre l'Iran et les puissances, souvenez-vous, en octobre 2009 à Genève, donc depuis la reprise, depuis tous ces rondes, je pense que celui-ci à Lausanne était le plus compliqué, le plus aussi imprévisible. Et je dirais peut-être que ce qui a rendu ces discussions, ces négociations ô combien difficiles, le fait que nous n'avons toujours pas d'accord, nous sommes carrément devant un blocus ce soir, et le fait que, primo, les Iraniens sont beaucoup plus durs et certaines choses qu'ils ont à Montreux déjà auraient cédé, comme par exemple le fait de transférer l'uranium enrichi en Russie, ils le refusent aujourd'hui. Ils continuent toujours à vouloir justement à continuer à développer leur centrifuge moderne. Et ceux qui disent dans les négociations qu'il s'agit un peu de leur honneur et souveraineté. Ça, c'est le premier point peut-être qui a rendu ces discussions à Lausanne très difficiles. Le deuxième point, c'est que en fait, les puissances qui devraient travailler théoriquement ensemble, je dirais, donnent une image très, pas cohérente, dans le sens où hier ou avant-hier,
c'est le ministre des Affaires étrangères russe qui est parti comme ça et qui revient après. Ce matin, c'était le chinois, Laurent Fabius le français, le russe Lavrov qui s'en va encore une fois. Donc ce va-et-vient était un peu imprévisible. On a vu très bien que les Américains, ça leur plaisait pas beaucoup. Et une autre chose, un autre point qui a beaucoup compliqué un petit peu ces discussions, ces négociations, encore une fois, parmi les puissances, c'est, je dirais, un peu, comment on dit, ce désaccord franco-américain, dans le sens où on voit que c'est vraiment c'est les Américains qui veulent beaucoup plus un accord, moins une déclaration, et c'est les Français qui jouent beaucoup plus dur cette fois-ci. Et je dirais, j'ai parlé justement à un diplomate européen aujourd'hui à Lausanne, qui expliquait un petit peu cette position française. Souvenez-vous en 2003, m'a-t-il dit, souvenez-vous en 2003, lorsque ces négociations commencent, c'était la troïka européenne, mais bien sûr c'était les Français. La danse, aujourd'hui, bien sûr, c'est les Américains, et les Français veulent quand même imposer aussi leur volonté, surtout qu'au niveau, dans le domaine de la prolifération, les Français quand même leur mot à dire. Deuxième point très important, c'est que si peut-être les Français étaient beaucoup plus flexibles dans l'accord intérim, souvenez-vous, le 24 novembre 2013 à Genève, depuis ce même diplomate m'explique, le Moyen-Orient a un peu changé. Et je pense qu'il laisse insinuer un petit peu sur ce qui se passe au Moyen-Orient, parmi les alliés arabes de la France, bien sûr. Et comme l'ambassadeur Avi Pazner vient de le dire, bien sûr l'Arabie Saoudite, bien sûr l'Égypte, bien sûr la Turquie aussi qui a été mentionnée, tous ceux qui suivent avec grand intérêt ce qui se passe. Et finalement, regardez ces alliés de circonstance. Si dans 1950, il y avait le pacte de la périphérie où l'Iran était du côté d'Israël devant les pays arabes, aujourd'hui, vous avez une coalition contre nature où ces pays arabes, je dirais, sont d'accord, ils ne peuvent pas le dire bien sûr, avec Netanyahou dans ce combat contre l'arme nucléaire iranienne. Mais je reprends un peu le discours du Premier ministre Netanyahou dans le Congrès américain. Malheureusement, au Moyen-Orient, l'ennemi de mon ennemi n'est pas mon ami. Merci, Boaz Bismuth, éditorialiste à Israël Hayom en direct de Lausanne. Bonne continuation, évidemment, puisque, à mon avis, vous n'êtes pas encore couché ce soir, puisque ça va continuer. Avi Pazner. J'ai bien l'impression que ça va continuer, puisque ça a déjà continué en dehors des limites imposées. Ça peut continuer encore un jour, 2 jours. Et je dirais il y a quelque chose de significatif dans ce va-et-vient diplomatique de Lavrov qui part, qui revient, de Fabius qui part. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour le moment, ce n'est pas sérieux. Pour le moment, ça tourne en rond et les diplomates le sentent. Il y a des rumeurs selon lesquelles la délégation iranienne n'a pas tous les mandats pour signer un accord. Je suis complètement d'accord. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est Khamenei qui décide. Voilà. Par exemple, prenez cet exemple de l'accord iranien pour l'enrichissement, de le passer à la Russie, et puis après, ils ont repris leur parole. C'est significatif que ce n'est pas Zarif qui décide, c'est Khamenei. Merci Avi Pazner, merci Daniel Haïk. Suite du Grand Direct dans un instant après une pause. Discussion sans fin à Lausanne sur le nucléaire iranien, des progrès lents et encore des obstacles à surmonter, notamment sur la levée immédiate des sanctions que réclame l'Iran. La Palestine est devenue officiellement membre de la Cour pénale internationale aujourd'hui. Elle peut théoriquement engager des poursuites contre Israël, mais l'inverse devient aussi possible. La Turquie confrontée à la violence meurtrière de l'extrême gauche. Un procureur tué hier après une prise d'otage. Et aujourd'hui, un commissariat de police attaqué par plusieurs individus armés. L'un des assaillants a été tué. Mais tout de suite, donc, ce développement peut être majeur dans le conflit syrien. L'État islamique s'est emparé aujourd'hui de la quasi-totalité du camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk. C'est un camp situé dans la banlieue immédiate de Damas, la capitale syrienne. Explication Maxime Pérez. Ce ne sont plus des rumeurs du champ de bataille, mais des sources palestiniennes qui le confirment. Le groupe de l'État islamique s'est emparé ce mercredi de larges parts du camp de réfugiés de Yarmouk, le plus grand de Syrie, dans la banlieue sud de Damas. La localité ne se trouve qu'à une dizaine de kilomètres du centre-ville de la capitale syrienne, le cœur du régime de Bachar el-Assad. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les djihadistes ont attaqué Yarmouk à l'aube, depuis le secteur limitrophe d'Al-Adjar al-Aswad. Après de violents combats contre des milices palestiniennes et au prix de dizaines de morts, Daesh aurait pris le contrôle de 70% de ce camp qui ne compterait plus que 18 000 habitants,
sur les 160 000 qui peuplaient Yarmouk avant le déclenchement de la guerre civile en 2011. En 4 ans, ce camp de réfugiés a déjà payé un lourd tribut. L'an passé, des groupes rebelles syriens s'en étaient retirés à l'issue d'un accord avec les organisations palestiniennes armées opposées au régime. Reste que malgré l'aide onusienne, les habitants souffrent de pénurie de nourriture, d'eau et de médicaments en raison d'un siège presque total imposé depuis plus d'1 an par les forces d'Assad. Avec la conquête du camp de Yarmouk, les djihadistes de l'État islamique posent un nouveau défi au régime syrien et à sa garde prétorienne, l'Iran et le Hezbollah. Alors, éclairage sur ce sujet avec Ali Waked, bonsoir. Bonsoir, expert pour le monde arabe et musulman. D'abord, on peut s'étonner de voir l'État islamique attaquer cet endroit qui n'est pas dans la zone que contrôle, qui est le nord de la Syrie. Là, on est au sud de Damas. On est au sud de Damas et on est au point le plus proche pour l'État islamique de la capitale syrienne. Cette évolution peut s'avérer dramatique, Jean-Charles, si les milices palestiniennes et le front d'Al-Nusra peuvent se mettre d'accord avec l'État islamique pour former un front uni contre le régime. Dans ce cas-là, ça va être le défi le plus grand depuis cette guerre civile entre le régime syrien et entre les rebelles djihadistes. Mais ce qu'on voit ces dernières heures, c'est au contraire, c'est des combats très durs entre essentiellement le front d'Al-Nusra et l'État islamique. Donc c'est le front d'Al-Nusra qui forme la ligne de défense entre Damas, entre le régime et entre l'État islamique. Mais cette évolution nous montre aussi que l'État islamique, malgré les frappes aériennes, malgré cette campagne internationale contre ces quelques milliers de combattants, ils réussissent de temps en temps de percer des voies très importantes vers des sites stratégiques, ce qui montre que la guerre, soit entre la communauté internationale et l'État islamique, ou entre le régime et l'État islamique, est loin d'être tranchée. Un mot sur ce camp de Yarmouk. Les Palestiniens qui y vivent sont fidèles plutôt à l'autorité palestinienne, au régime syrien. Qui sont ces Palestiniens qui sont à l'intérieur de Yarmouk? Non, les Palestiniens qui sont à l'intérieur de Yarmouk, comme on a entendu dans votre reportage, il y a peut-être 10% de la population qui reste dans ce camp, qui était le camp le plus important, qui était le symbole de l'histoire des réfugiés palestiniens en Syrie. Et les gens sont divisés entre milices palestiniennes, notamment le Hamas qui s'est avéré un peu plus populaire que le Fatah dans ce camp. Le Hamas qui a commencé sa participation à la guerre civile palestinienne depuis le camp de Yarmouk. Vous savez, le régime et l'Iran accusent le Hamas d'avoir muni les rebelles par leur expérience, surtout en creusant les souterrains qui ont permis aux rebelles de former une ville souterraine autour de Damas. Mais comme tout camp de réfugiés palestiniens, il y a toutes les tendances palestiniennes, mais récemment ce sont des islamistes modérés comme le Hamas et des islamistes plus radicaux comme le Front d'Al-Nusra. Merci Ali Waked. La Palestine, justement, qui est devenue officiellement membre de la Cour pénale internationale aujourd'hui. Une procédure annoncée malgré les mises en garde d'Israël et donc effective depuis cet après-midi. Reste à savoir ce que comptent faire les Palestiniens avec cette nouvelle prérogative. Léa Berdugou. Il est exhibé comme un trophée. Le statut de Rome, traité fondateur de la Cour pénale internationale, est désormais entre les mains des Palestiniens. Et ce mercredi à La Haye, l'heure est à l'émotion. C'est un moment très spécial dans l'histoire de notre peuple. L'État de Palestine est le 123e État à rejoindre la CPI. Ce jour est une étape importante dans la lutte contre l'impunité, pour la justice et la défense des droits de l'homme sans distinction. L'objectif de cette adhésion, se défendre contre la colonisation israélienne et autres violations internationales, selon les termes de Saeb Erekat, chef des négociateurs palestiniens. Nous espérons que ceux qui tentent de faire pression sur les Palestiniens pour qu'ils ne s'adressent pas à la Cour comprennent que nous sommes les victimes. Ils doivent dire aux criminels de cesser leurs méfaits. La colonisation, la domination, la démolition de maisons, la poursuite de l'occupation, ce sont des crimes de guerre desquels Israël devra répondre.
Ils avaient promis de déposer plainte immédiatement contre Israël devant la Cour, mais pour l'instant, les Palestiniens n'ont rien fait de tel, même si la procureure du tribunal a déjà ouvert un dossier. Pourquoi une telle attente? Certains médias israéliens ont fait état d'un donnant-donnant. Le gouvernement de Benjamin Netanyahou verse à nouveau les taxes prélevées au nom de l'autorité palestinienne qui avait été bloquée après l'adhésion de la Palestine à la CPI. Et en échange, les Palestiniens attendent avant de déposer des plaintes. C'est un énorme mensonge, rétorque à cela un porte-parole de la direction palestinienne. Les Israéliens ont vivement réagi à cette adhésion. L'accueil des Palestiniens au sein de la CPI est cynique et hypocrite selon le ministère des Affaires étrangères. Si les Palestiniens déposent des plaintes devant la Cour, Israël pourrait faire de même, notamment concernant certains actes du Hamas lors de la dernière guerre à Gaza. Alors cette adhésion à la CPI, on en reparle dans notre débat d'ici une vingtaine de minutes, mais le processus de paix israélo-palestinien pourrait être relancé sous l'impulsion, cette fois, de la France. La France qui avait annoncé une initiative auprès de l'ONU. Il s'agit d'un projet de résolution qui doit permettre d'arriver par la négociation à un État palestinien d'ici 2017. Ce texte s'apprête donc à être déposé. Cyril Amar. Relancer le processus de paix moribond entre Israël et les Palestiniens. Voilà le nouveau défi que s'est fixé la diplomatie française. Dans une douzaine de jours, Paris soumettra au Conseil de sécurité des Nations Unies un projet de résolution visant à fixer les contours d'un accord. Ces révélations, faites par des diplomates français à l'agence de presse AP, interviennent quelques jours seulement après que Laurent Fabius, en personne, ait affirmé que la France allait entamer des discussions à ce sujet avec ses partenaires. Pour Paris, pas question d'imposer un règlement, mais de jeter les jalons d'une reprise des pourparlers entre Israéliens et Palestiniens. Nous avons pu nous procurer une copie du texte français. En voici quelques extraits. Le projet de résolution appelle à la reprise des négociations sur la base des paramètres suivants. Coexistence des deux États dans les frontières du 4 juin 67, avec d'éventuels échanges de territoires. Jérusalem, capitale des deux États. Une solution juste et réaliste devrait être trouvée à la question des réfugiés palestiniens. Enfin, les arrangements sécuritaires devront être garantis par une présence tierce. Niveau calendrier, Paris voudrait assigner au pourparlers une durée maximale de 2 ans. Trop long pour Ramallah, les Palestiniens veulent réduire la période de discussion à 12 mois. Pas de grands changements donc par rapport à la mouture que Paris souhaitait déposer en décembre dernier pour éviter une résolution palestinienne jugée plus intransigeante vis-à-vis d'Israël. Ce qui a changé en revanche, c'est la relation devenue exécrable entre Jérusalem et Washington. La Maison-Blanche a en effet affirmé qu'elle allait réévaluer sa position vis-à-vis d'Israël. Paris en a pris note. Désormais, le veto de Washington pourrait ne plus être systématique. En Irak, l'armée irakienne contrôle désormais la quasi-totalité de la ville de Tikrit, reprise des mains de l'État islamique. Seules quelques poches de résistance sont encore signalées, mais les Irakiens sont déjà tournés vers leur prochain objectif, et notamment Mossoul, la grande ville du nord de l'Irak conquise par l'EI. Chloé Demoulin. Tikrit, enfin débarrassé de l'État islamique et sous contrôle des forces irakiennes. Ces soldats paradent dans les rues pour le prouver. Cet autre brandit son trophée, un drapeau de l'État islamique déchiré. Nous sommes dans le centre de Tikrit. La ville et tous les bâtiments administratifs ont été complètement libérés. Ils ont reçu le soutien déterminant des milices chiites envoyées par l'Iran. Pourtant, les affrontements ont continué dans la journée entre les forces irakiennes et les combattants de l'État islamique. Certains secteurs de la ville étant toujours sous contrôle des djihadistes. Comme je l'ai dit, la plupart de la ville a été libérée aujourd'hui. Avec la volonté de Dieu, nous éliminerons les dernières poches de résistance dans les heures à venir. L'ennemi a été totalement vaincu et a perdu ses capacités et son moral. Le combat va s'arrêter avec la volonté de Dieu. Après des mois d'occupation par l'État islamique, il reste aussi à déminer entièrement la ville. Après avoir nettoyé toutes les maisons des bombes et engins explosifs qui s'y trouvent, les habitants pourront rentrer chez eux. Dans leur viseur désormais, Mossoul, deuxième plus grosse ville de l'Irak et bastion de l'État islamique depuis leur offensive de juin dernier.
En Turquie, la police a lancé un coup de filet dans les milieux d'extrême gauche aujourd'hui après une série d'attaques et une prise d'otages sanglante hier qui s'est terminée par la mort du procureur et des 2 terroristes qu'il avait pris en otage. Tout à l'heure, c'est un commissariat de police à Istanbul qui a été visé. Léa Volbert. Moins de 24 heures à Istanbul. Ce mercredi, en fin d'après-midi, 2 personnes tirent sur le bâtiment du quartier général de la police. Les forces de l'ordre ripostent immédiatement. L'un des assaillants, une femme munie d'une bombe, est tué. L'autre assaillant, blessé, prend la fuite avant d'être rapidement rattrapé par la police. Ce mercredi, les forces de l'ordre ont interpellé 22 étudiants soupçonnés de lien avec le groupuscule d'extrême gauche qui a revendiqué la prise d'otage du palais de justice d'Istanbul, le Front révolutionnaire de libération du peuple. Un groupuscule qui pourrait bien être également l'auteur de cette dernière attaque. Selon l'agence de presse turque Dogan, les forces de l'ordre ont collecté tôt dans la matinée des renseignements laissant envisager une autre attaque similaire. Bien sûr, les démocraties ne peuvent pas être détruites par de telles attaques. Et je pense qu'il faut que les gens qui croient en la démocratie se serrent les coudes contre le terrorisme. Et en tant que président de Turquie, je vais prendre les mesures nécessaires. Parallèlement, des centaines de personnes réunies pour les obsèques du procureur décédé à la suite de ses blessures. Le magistrat Kiraz enquêtait sur les circonstances de la mort d'un adolescent décédé en mars 2014 d'un tir de grenade lacrymogène lors d'une manifestation. À cette époque, le pays était secoué par une vague contestataire exécrée par les dérives autoritaires du pouvoir en place. Selon les médias turcs, le Front révolutionnaire de libération du peuple exigeait que les policiers fassent une confession publique et qu'ils soient traduits devant un tribunal du peuple. Alors, nouvelle phase d'instabilité donc pour la Turquie. On est en ligne avec Johan Morvan, qui est chercheur à l'Institut français d'études anatoliennes. Bonsoir Johan Morvan. Bonsoir Jean-Charles. Comment est-ce que vous expliquez ce nouveau regain de violence? On avait eu des manifestations qui avaient dégénéré, mais qui étaient au départ des manifestations pacifiques. Là, on est clairement dans un mouvement violent qui a sévi. Je crois qu'il faut quand même un petit peu minimiser la portée de ces violences, parce qu'il s'agit d'un groupuscule et qui renvoie effectivement, dans un premier temps, aux manifestations de Gezi, de l'été il y a 1 an et demi. Et puis aussi, plus profondément, à une histoire générationnelle qui est celle du coup d'État de 1980, qui vient clore une période d'affrontement violent dans les années 70 entre extrême gauche et extrême droite. Et puis donc là, on arrive plus précisément vers ce groupuscule, le DHKP, qui faisait partie, est l'héritier affaibli, très affaibli de ces mouvements d'extrême gauche. Les manifestations de Gezi ont été le premier soulèvement depuis le coup d'État, le premier soulèvement d'ampleur, hormis la cause kurde, du peuple turc. Donc ça dépasse même le cadre si on veut, d'un durcissement ou d'un dérive autoritariste d'Erdogan. Mais alors justement, à chaque fois qu'il y a comme cela des manifestations ou des actes violents contre le gouvernement, la réaction d'Erdogan, c'est de durcir un peu plus le régime. Est-ce qu'il faut s'attendre là, Johan Morvan, à un durcissement encore de la politique autoritaire d'Erdogan? C'est un durcissement qui résulte en fait d'un certain aveuglement d'Erdogan depuis les élections de 2011, effectivement, et qui va crescendo, mais moins vite qu'on ne le pense tout de même. Le durcissement le plus important, en vérité, concerne surtout la mainmise sur la presse, qui est plus inquiétante dans le fond que les durcissements policiers. En fait, ce qui s'est passé, pour aller assez vite, c'est que Erdogan a petit à petit évidé la puissance de l'armée, et ensuite de la reprendre à son compte, mais il ne faut pas idéaliser les décennies passées en Turquie où la puissance de l'armée était elle-même de nature assez autoritaire. Et donc c'est bien sûr, il y a un paramètre Erdogan qui n'est pas négligeable là-dedans, mais il faut aussi le contextualiser donc dans une évolution de la société turque plurielle, donc avec dans cette pluralité des contestations, et face à ces contestations, il ne faut pas oublier non plus que le DHKP est considéré par un certain nombre de pays dans le monde comme un mouvement terroriste, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Je ne prendrai pas position là-dessus, mais
Et donc aussi, en fait, ce qui est intéressant avec l'assassinat de ce procureur, c'est que ça renvoie aussi aux divisions internes du mouvement de Gezi, puisque le mouvement autour de cet assassinat, le mouvement de Gezi, donc, embrassait un large spectre depuis certains mouvements d'extrême gauche, comme le DHKP, jusqu'à des mouvements plus à droite, en passant par les kémalistes, etc. Et donc là, on voit aussi un certain nombre de... c'est un durcissement en fait pluriel, plurivoque, et pas simplement celui d'un État autoritaire face à des rebelles. Merci beaucoup, Johan Morvan. Je rappelle donc que vous êtes chercheur au Centre français d'études anatoliennes. Une polémique dans l'enquête sur le crash du vol de la Germanwings. 2 journaux, l'allemand Bild et le français Paris Match, ont révélé aujourd'hui l'existence d'une vidéo retrouvée sur l'un des portables des passagers. Vidéo qui montrerait les derniers instants à bord de l'avion, mais dont les enquêteurs réfutent ce soir la réalité. Les patrons des compagnies allemandes, Lufthansa et Germanwings, eux, se sont rendus aujourd'hui sur les lieux du drame dans les Alpes. Julia Ganancia. Ils font profil bas et se recueillent devant la stèle en hommage aux victimes. Le PDG de la compagnie Lufthansa et celle de Germanwings se sont rendus ce mercredi dans la commune du Vernet, à proximité des lieux de la catastrophe qui a fait 150 victimes. L'occasion de remercier les secours et d'affirmer qu'ils fourniront une aide continue aux familles des victimes. Encore une fois, nous sommes terriblement désolés qu'un accident si dramatique ait pu arriver à la Lufthansa, alors que nous faisons tant attention à la sécurité. Nous sommes désolés pour les pertes engendrées. Il n'y a pas assez de mots pour exprimer cela. Par ailleurs, l'hebdomadaire français Paris Match révèle aujourd'hui avoir pu visionner un enregistrement de quelques secondes pris avant le crash et provenant d'un téléphone portable. Il aurait été récupéré dans les décombres par une source proche de l'enquête. Sur la vidéo, une scène chaotique qui montrerait des passagers complètement paniqués et parfaitement conscients de ce qui allait arriver. Mais du côté des enquêteurs, on doute sur la réalité du document. Le procureur de Marseille, Brice Robin, affirme qu'aucun des téléphones portables ramassés sur le lieu du crash par les gendarmes n'est encore parti en exploitation. Alors, qui dit vrai? La gendarmerie dément qu'en l'état actuel des investigations figure à l'enquête une ou plusieurs vidéos filmant le crash de l'Airbus A320. Une semaine après la catastrophe aérienne, la gendarmerie française a annoncé avoir collecté et évacué plus de 4000 pièces, des prélèvements humains et des débris de l'avion. Quant à la seconde boîte noire, les gendarmes estiment qu'elle pourrait se trouver à l'extérieur du périmètre de recherche. Le président américain Obama a félicité aujourd'hui le vainqueur de l'élection présidentielle au Nigeria pour cette transition démocratique réussie. C'est en effet l'opposant Muhammadu Buhari qui a été déclaré vainqueur face au sortant Goodluck Jonathan. Joseph Emmanuel. Il prenait le pouvoir par la force en 1983. Il le récupère aujourd'hui par les urnes. Et tous les attributs de la démocratie sont étalés. Le nouvel homme fort du Nigeria, Muhammadu Buhari, a salué le président sortant Goodluck Jonathan. Il congratule également son peuple, ayant donné, selon lui, un exemple de calme et d'ordre. Les yeux du monde étaient rivés sur nous pour voir si nous allions voter dans le calme et dans le respect d'élections ordonnées. Nous avons prouvé au monde que nous avons accueilli la démocratie. Des milliers de Nigérians sont descendus dans les rues de Kano mardi pour célébrer la victoire du nouveau président. Une victoire qui était attendue et espérée par une population fatiguée des non-changements. Je suis heureux car tout le monde est heureux aujourd'hui. Nous avons eu une élection pacifique samedi et dimanche. Je suis heureux que nous changions et Buhari et le changement. Du changement dans un pays où les dissensions politiques attisent souvent des tensions ethniques et religieuses. Reste maintenant à concrétiser des promesses de campagne pour construire ce que le président Buhari nomme un nouveau Nigeria. Et les attentes sont immenses. Le gouvernement israélien a décidé de prendre une nouvelle mesure à l'encontre des migrants africains illégaux. Ils seront reconduits en Afrique, mais dans d'autres pays que ceux d'où ils viennent et où leur sécurité serait menacée. Une mesure de reconduite forcée qui suscite la colère de plusieurs associations de défense des migrants en Israël. Reportage Shahar Peled avec Julia Ganancia. La semaine aura été plus éprouvante que d'habitude pour la communauté des demandeurs d'asile en Israël. 2 enfants d'émigrés ont trouvé la mort dans une garderie illégale dans le sud de Tel Aviv en l'espace de 2 jours. Et à présent, un nouveau décret vient frapper les communautés érythréennes et soudanaises.
D'après ce que nous comprenons, le gouvernement n'a pas dévoilé tant de détails. Les personnes ayant déposé une demande d'asile seront redirigées vers un pays tiers, le Rwanda ou l'Ouganda. Ceux qui refuseront seront enfermés dans un centre de détention pour une période indéterminée. Une mesure confirmée par les services des migrations, elle devrait être mise en place dans les prochains jours. L'État d'Israël a conclu un accord avec 2 pays africains faisant office de tierce partie, qui absorberont les immigrants infiltrés en Israël. Tout immigrant acceptant cette proposition devra quitter Israël sous un délai de 30 jours. Tout immigrant la refusant sera convoqué à une audience, suite à laquelle il sera décidé s'il sera placé en détention. Je suis venu d'Érythrée à cause de la situation politique dans mon pays. Nous subissons de graves violations de nos droits et des persécutions. J'ai moi-même été persécuté. Cet homme est un des 42 000 citoyens érythréens et soudanais résidant en Israël. Cela fait maintenant 8 ans qu'il cherche l'asile politique dans ce pays. J'étais frustré en arrivant car je n'ai eu aucune interaction avec les autorités israéliennes. J'ai dû demander moi-même à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés l'asile politique. Les documents récoltés par la ligne d'assistance pour les réfugiés et immigrés montrent de quelle façon les demandeurs d'asile acceptent d'être expulsés, prétendument de leur plein gré. Je pense qu'il y a quelque chose de douteux dans tout ça. Soit Israël ne veut pas que d'autres pays soient au courant de la coopération entre les États concernés, soit ce n'est pas entièrement légal. Beaucoup de gens m'écrivent pour me raconter leur situation. Ils me conseillent de rester en prison plutôt que d'aller en Ouganda. C'est une question morale. Le fait qu'Israël, en tant qu'État juif, ne soit pas capable de traiter dignement les gens qui tentent de sauver leur vie doit être un signal d'alarme pour nous tous. En France, l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy, entendu par un juge du pôle financier aujourd'hui, il a été placé sous le statut juridique de témoin assisté, moins grave qu'une mise en examen. Sarkozy est entendu dans l'affaire des comptes de sa campagne pour la dernière présidentielle. Du football à présent avec les matchs éliminatoires comptant pour l'Euro 2016 qui aura lieu en France. Hier dans le groupe B, la Belgique a réalisé une très bonne opération en s'imposant à Jérusalem 1-0 face à Israël. Les Belges qui sont désormais en tête pour la qualification, mais le match fut plus serré qu'il n'y paraît. Mathieu Tobman. C'est au Teddy Stadium de Jérusalem qu'Israël et la Belgique se sont affrontés pour les éliminatoires de l'Euro 2016. Une rencontre qui a attiré les supporters les plus enthousiastes des 2 pays. Les Israéliens, vêtus de bleu et blanc et maquillés aux couleurs de leur drapeau, espéraient se venger après un résultat décevant contre le pays de Galles. Les fans israéliens n'ont pas caché leur motivation. Certains supporters sont même allés prier au mur des lamentations avant le match pour provoquer la chance. Je suis allé au Kotel aujourd'hui, j'ai parlé à Dieu, je lui ai dit « S'il te plaît, laisse-nous un match nul, c'est tout ce que je demande ». Pour d'autres supporters israéliens, mais d'origine belge, c'était un match vraiment particulier. C'est un rêve de voir un match entre la Belgique et Israël. Je suis israélien et belge, donc ça va être très intéressant. C'est vraiment un bonheur pour nous tous. Les fans des Diables Rouges sont descendus des bus en chantant et comme de véritables fans de football européens, ils se sont habillés en rouge, jaune et noir pour rendre hommage à leur drapeau. Même s'ils étaient en minorité, leurs voix ont résonné dans tout Jérusalem. Nous crions pour les soutenir. Je pense que nous sommes 300 ou 400. Nous sommes en rouge et jaune pour qu'on nous voie. Et pour l'ensemble des touristes belges, Israël n'est pas du tout ce à quoi ils s'attendaient. Franchement, le culture des mélanges de ce qu'on entend des médias, au fait, c'est vraiment pas bien. De ce qu'on entend des médias, il faut vraiment venir en Israël, il faut vraiment démentir tout ce qui est dit dans les médias. L'Israël est un pays magnifique et les gens sont vraiment très sympas. Au début du match, les 2 camps ont bon espoir pour leur équipe. Mais c'est la Belgique qui frappe la première. Marouane Fellaini marque pour les Diables Rouges. Le match a été une véritable bataille et malgré le but précoce de la Belgique, du côté d'Israël, les joueurs ont tout donné. Le carton rouge de Compagnie en seconde période a aussi remotivé les Israéliens.
Le joueur de Manchester City n'était par contre pas heureux de la décision de l'arbitre. J'ai probablement une opinion différente de celle de l'arbitre, mais ça fait partie du football. Quand on donne tout ce qu'on a, on ne doit pas se sentir coupable. C'est ma mission en tant que défenseur. Les Israéliens se sont montrés plus modestes. Leur prestation n'a pas suffi à prendre de points face à l'une des meilleures équipes du monde. La Belgique s'impose 1-0 sur Israël et devient leader du groupe B. Le gardien de but Thibaut Courtois avait beaucoup de fans dans le public. Son expérience en Israël restera un excellent souvenir. Oui, c'était génial, super atmosphère dans le stade, c'était un bon match de foot et nous sommes contents d'avoir gagné. Pour les footballeurs israéliens, c'était par contre une défaite difficile à avaler. Au moment où nous avons commencé à mettre la pression sur la Belgique, nous avons senti nos fans nous soutenir à fond. La cage était très proche, c'est vraiment dommage que nous n'en ayons pas marqué. La sélection nationale israélienne va devoir se ressaisir pour son prochain match, le 12 juin prochain en Bosnie. Les Israéliens n'ont remporté aucun point pour leurs 2 matchs à domicile, mais ils ont montré qu'ils peuvent rivaliser avec de très grandes équipes. Voilà, reportage à Jérusalem signé Mathieu Taubman. On va se retrouver dans un instant pour un débat consacré à l'adhésion officielle de la Palestine en tant qu'État membre de la Cour pénale internationale. Quelles implications juridiques côté israélien, côté palestinien, quelles conséquences diplomatiques également. On évoque tout cela dans un instant. Restez avec nous, le débat à venir.